CJMD. Talk, rock, hip-hop. Alternative radio. CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Anticonformiste, innovante, fucking fresh. Bon matin Québec, bon matin Lévis. Bienvenue à une nouvelle émission de radio. Alors, je vais être accompagné d'une nouvelle co-animatrice aujourd'hui. Alors, notre nouvelle émission, on lui a donné un titre particulier. Ça s'appelle La Révolution bruyante. Non, ce ne sera pas du rock and roll et de la musique, mais plutôt un échange que je vais avoir avec ma collègue, que je vais vous présenter bientôt, Marie-Josée Saint-Laurent. Et le but de l'émission, c'est un clin d'œil. Le titre de l'émission, c'est un clin d'œil à la Révolution tranquille qu'on a connue, que nos parents ont connue dans les années 60. Et c'est une émission qui va amener des gens de différents milieux. Le monde des affaires, le monde de la politique. Et notre objectif, c'est de leur donner une ligne pour s'exprimer, mieux comprendre les enjeux pour ce qui est des entrepreneurs, ce qu'ils vivent, les troubles qu'ils ont à travers le système, les challenges qu'ils ont. Et ensuite, des politiciens qui vont nous expliquer un peu leur vision, leur politique. Définitivement, avec la campagne municipale qui s'en vient, je fais l'invitation en radio, mais l'invitation officielle va être faite cette semaine à tous les partis qui se présentent pour la Ville de Québec. Donc, et aussi Lévis, puisque la station est ici à Lévis. Alors, je pense que ça va être intéressant. Le but de la Révolution bruyante, c'est d'essayer d'amener une discussion, un dialogue sur le changement qu'on a de besoin. On ne peut pas continuer comme ça. On vit dans une société qui est socialiste. On profite d'un système qui est censé nous aider. À travers ça, ce que je dis souvent aux gens, c'est que ce soit une municipalité, un gouvernement provincial ou fédéral, ils n'ont pas d'argent. Donc, ces entités-là n'ont pas d'argent. Alors, ils nous proposent de prendre de l'argent à travers des taxes et des impôts, nous offrir des services pour notre bien général. Et souvent, on a le droit à des abus, on a le droit à des excès, on a le droit à des erreurs. Et c'est de voir comment on peut changer ça, transformer ça avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. Alors voilà, ça va être le thématique de la nouvelle émission. Mais ma première invitée cette semaine, je me suis dit, au lieu d'amener un groupe, mais ça va être Marie-Josée Saint-Laurent qui va être ma co-animatrice. Et là, on se trouve un paquet de points communs, même de la famille. Alors, on est rendu là. Bonjour Marie-Josée, comment ça va? Bonjour Carl, ça va merveilleusement bien. Effectivement, il y a des points, on a des points en commun parce qu'on se connaît, puis on se connaît pas. On partage tous les deux la passion de la création. Toi, tu crées au niveau cinématographique, et moi, je crée au niveau des cérémonies personnalisées. Je suis auteure et éditrice, donc je crée des livres. Je crée, qu'est-ce que je crée à part ça? Bref, je crée plein d'affaires. Et l'autre passion qu'on a, c'est la radio, je l'ai dit. Ensuite, on est parents de loin, tous les deux, de Louis Saint-Laurent. Oui, c'est spécial. Et on est tous les deux entrepreneurs et on est tous les deux membres du groupe Select, le groupe Performance. Donc ça, c'est nos points en commun. J'en ai oublié, je crois pas. Et ça me fait... comment? Il va en avoir plein d'autres. Ah, écoute, ça fait une demi-heure qu'on jase, puis on a déjà trouvé tout ça. Et pour moi, c'est un rêve qui se concrétise, et je te remercie vraiment, sincèrement, Carl, de me permettre d'animer avec toi. C'est un grand plaisir. Et moi, je viendrai mettre une petite touche encore, une petite touche de positif, parce que je me dis créatrice de bonheur et de positif, donc je viendrai mettre mon petit grain de sel dans tout ce que tu apporteras. Non, c'est vraiment le fun parce que on va avoir une vision différente, évidemment, sur certains points, mais en dialogue. Ça, c'est très intéressant. Mm-hmm. J'ai hâte qu'on parle de ton background. Je suis vraiment impressionné. Je suis comme, où est-ce qu'elle a trouvé le temps de tout faire ça dans sa vie? J'adore ce côté-là, entrepreneur. Oui. Puis, on pourra s'amuser un peu. Dis-moi donc, as-tu passé un bel été? Oui, malgré un drôle d'été, au niveau de la température, c'était so-so. Mais comme je viens d'Amos en Abitibi, où c'est plutôt frisquet, c'est sûr que j'apprécie les étés ici à Québec, sur la Rive-Sud, parce qu'il fait plus chaud. Moi, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, ça fait pas de différence tant que ça, parce que je suis toujours devant mon ordi.
Donc, tu sais, pour moi, je sors rarement dehors. Je suis blanche comme un, tu sais, je suis blanche comme un drap parce que je marche à l'énergie solaire. Donc, oui, j'ai besoin de soleil. Mais j'ai-tu passé? Oui, parce que ma vie est merveilleuse depuis que je me suis choisie et depuis que j'exerce ma passion à temps plein. Donc, oui, j'ai passé un très bel été. Et toi? Quand même. Oui, un été exceptionnel, sérieusement. En fait, je dis toujours la première des choses que je reporte, c'est des vacances. quand je suis occupé. Alors, c'est toujours la première des choses qui écope. Mais ça a été fantastique. Ça a été... en fait, comme je te mentionnais tantôt, j'ai sorti un film en juillet 2024. Oui. Donc, qui s'appelle Inactive America's Silent Killer. C'est un tableau général qui explique une crise mondiale au niveau de la santé. C'est-à-dire que l'humain ne bouge plus, nos enfants sont affectés. Oui. UNICEF, cette semaine, a sorti une première étude qui démontrait qu'il y a plus d'enfants obèses, en surpoids, que d'enfants en santé présentement. C'est une première, c'est un virage qu'on prend. Donc, la santé, on n'arrêtera jamais de le dire, c'est la base de tout. C'est la base de l'équilibre mental, physique, si tu vas être productif à ton emploi. Alors, c'est un modèle qui est en train d'exploser, où est-ce qu'on consomme trop, on consomme mal, on est pris avec des appareils technologiques qui nous font moins bouger. Oui. Alors, le premier film faisait ce portrait-là et j'ai atteint 47 awards à l'international en l'espace d'un peu plus d'un an. Bravo! Puis, je suis allé en chercher un. Mon premier, je vais pas, écoute, je me déplace pas pour aller chercher tous les awards où je suis en nomination ou sinon que je gagne, parce que sinon, mon portefeuille va... toujours parti. portefeuille va être vide assez vite. 47 awards au nombre de voyages. Là. Hey. Mais j'étais en nomination en juin pour un award à Cannes, International Film Festival de Cannes. Et au départ, c'est drôle parce que on m'apprend que je suis en nomination. C'est le fun. Parfait. Mais en nomination ne veut pas dire que tu vas gagner. Non. Je parle des 47 awards que j'ai gagnés. Ce que les gens ne voient pas, c'est le tableau derrière. J'en ai perdu aussi. Là. Je les gagne pas tous. Oui, mais 47, c'est un nombre admirable quand même. Là. Mon premier film, j'en avais gagné 22. C'était mon objectif, c'était de battre ce record-là. Okay. Je ne m'attendais pas à y arriver aussi rapidement. Mais ce que j'ai compris, c'est que je touchais un sujet que personne n'avait approché encore. Oui. Donc, c'est un nouveau sujet pour les gens dans l'industrie. Et ça, c'est souvent prisé. C'est comme, personne n'a jamais parlé de ça de cette façon-là. Alors, les gens vont parler d'obésité. Ils vont parler de diabète, de maladie. Et là, mon sujet touchait un autre domaine. Alors ça l'a énormément aidé, évidemment. Bien sûr que pour les prochains films, là, tu as des croûtes à manger pour offrir de l'unicité comme ça. Je me compare jamais aux autres, je me compare à moi-même, mais je me suis challengé moi-même à un haut niveau. Et là, on s'est retrouvé une équipe à Cannes. Quand la personne m'a dit, ton film va être présenté avant la remise des awards. Wow! Là, j'étais comme, wow, OK, ça va être le fun, ça. All right, j'y vais. C'est une façon de me dire, entre guillemets, t'as gagné. Je pense que c'est un peu ça, parce que je leur disais, c'est pas certain que je peux y aller. Le temps, les délais, les coûts, tout faut planifier autour. Fait que je m'y suis rendu. Et c'était spécial parce que puis toi aussi, t'aimes la production cinématographique. Quand tu regardes souvent ton film, il finit par te tomber ses nerfs. Ah, ben c'est parce que, oui, effectivement. Tu vois tous les défauts. Oui, puis tu le vois, puis tu le vois plus. Ouais. Comme moi, je crée des livres, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le regarde parce que moi, je le vois plus. Voilà. Alors, là, j'arrive là-bas, ça va très bien, Tuxedo, on a du fun, parle, jase. Je suis jaloux. Ben là, ils invitent tous les gens à rentrer là où se tenait l'événement. Ça s'appelle The White House in Cannes, donc la Maison-Blanche à Cannes. OK. Et là, on rentre là, et là, j'ai le clic, je dis, attends un peu, c'est pas présenté au grand public, c'est présenté à des producteurs, réalisateurs. Hey. La pression, là, elle monte. Là, t'es comme, oh my God, là, je me fais regarder différemment pour mon film. Parce que c'est des gens qui font la même chose que toi. Donc, ils auront un regard critique, en fait, sur le contenant et non le contenu, ou en tout cas... Exactement. C'est là que le stress a commencé à monter, mais c'était positif. C'était pas un stress négatif. C'est un stress qui est normal. Et finalement, on m'a demandé d'expliquer un peu mon film, ce que j'ai fait. Et là, on a visionné le film. Les gens ont applaudi. J'ai fait, all right. Et effectivement, un peu plus tard dans la soirée, j'ai gagné mon premier award. Mais bravo. J'avais un court-métrage aussi pour lequel j'ai gagné un deuxième award, mais qui était différent. Je n'ai pas tant poussé celui-là. Alors, j'ai fait, bon, OK, c'est une belle expérience.
Et là, ce que ça va mener, c'est à une suite. Donc, dans les dernières semaines, mon film maintenant est diffusé sur Amazon Prime USA, Amazon Prime UK. Et non, je n'ai pas oublié le Canada, on est juste plus lent. On est-tu surpris? Il n'y a pas de surprise là, on est juste un petit peu plus lent avant d'accepter. On m'a appris aussi que je serais en Allemagne, en Autriche. Bref, le monde s'ouvre avec mon film. C'est super. C'est une expérience tellement incroyable que je souhaite aux gens de vivre à travers ce qu'eux font, mais de vivre ce succès-là parce que ça te motive, ça te stimule à créer mieux. Et là, je fais une suite au film qui va s'appeler In Action, dont au lieu d'être inactive, c'est In Action, de Shift. Et là, ce qu'on amène, c'est un blueprint. À travers 90 heures de tournage que j'avais fait de mon premier film, j'ai appris énormément. J'ai appris des experts qui étaient là, j'ai appris de gens de tous les domaines et j'ai compris, j'ai été capable de voir où il y avait un manque à combler. Et c'est ce qu'on va essayer de présenter à travers ce prochain film-là. C'est qu'est-ce qui doit être mis en place pour s'assurer qu'on crée une génération de jeunes qui sont actifs, santé mentale, santé physique, intégrer ça dans un système et que ça devienne une espèce de route obligatoire sans qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'il y a une chose qu'on a réalisée, c'est quand tu prends un jeune et que de très jeune âge, tu lui enseignes à être actif, ça devient naturel pour lui. Il ne se pose plus la question à 16, 17 ans. C'est comme, toute ma vie, j'ai été actif, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de lui. Et là, ils veulent pratiquer des sports, des activités, et c'est de les maintenir dans cette route-là pour après ça que je fasse leur cheminement de vie. Ça fait que ça a été mon été. Pas eu de vacances, réellement. En fait, oui, c'est pas vrai. Je suis parti une semaine aux États-Unis, mais j'ai vécu même 5 jours. J'ai fait du falconry, fait voler un faucon sur moi. Ah oui? Oh, oui. Fait que ça a été un bel été de travail et de passion sur ce qui s'en vient. Mais quand tu exerces ta passion, on n'a pas l'impression de travailler. Moi, j'ai pas l'impression de travailler, même si je passe 12 heures par jour devant mon ordi. Tellement. T'sais? C'est tellement vrai ce que tu dis là. Puis... C'est ça. Moi, c'est un petit peu ça que je vais apporter aussi. Tous les invités qu'on aura au niveau entrepreneurial, moi, mon souci, ça va être de dire, es-tu heureux? Es-tu heureuse dans ce que tu fais? Tu fais-tu encore ce que t'aimes? C'est-tu devenu trop gros ton affaire? C'est tellement un point important que tu apportes. As-tu vu ton objectif de départ? Malheureusement, ça arrive trop souvent. Oui. Puis, on a aussi tendance à regarder, par exemple, un athlète sportif, prenons Michael Jordan, qui est un nom que tout le monde connaît. Bon, on l'a regardé pratiquer 5-6 heures par jour, constamment travailler. Son cerveau ne pense qu'à faire ce qu'il aime, sa passion, le basket. Et quand on voit parfois des entrepreneurs qui font la même chose, on dit « tu travailles trop ». Mais non, c'est ma passion. Il y a une différence entre trop travailler dans quelque chose que tu n'aimes pas ou simplement réfléchir sur des choses que tu aimes puis le partager. Alors, quand tu fais ce que tu aimes, tu le fais pas trop. Ouais. T'aimes tellement ça. T'sais, moi, souvent, je dis, parce que je coach quand même aussi de bonheur et de positif et de motivation. Puis les jeunes, en fait, qui ont peur de sauter dans le vide, comme moi je l'ai fait, puis on reviendra là-dessus. Dans le fond, je leur dis, si tu es passionné, tu vas donner ton 200%. Si tu donnes ton 200%, comment tu peux ne pas réussir? Oui, absolument. Pour moi, c'est tellement clair. Marie-Josée, c'est un grand plaisir de t'avoir ici. Merci. Et là, je suis curieux parce que tu m'as tellement parlé de ce que tu as réalisé dans la vie. Fait que je vais te laisser la parole puis je te poserai des questions à travers ça. Oui, absolument. Tu m'interrompras. Qui suis-je? Je viens d'Amos, en Abitibi. Et je pars du début. On a discuté un petit peu avant. Je pars du début. Puis je m'en vais quelque part avec ça. En fait, depuis tout petite, dans ma salle de jeu, je créais des rôles, je créais des pièces de théâtre, je les écrivais, je les costumais, je les mettais en scène et je les jouais. Ma salle de jeu a été mon espace de création et quand j'étais là et je passais mon temps dans ma salle de jeu et mon Dieu que j'étais heureuse. J'étais dans ma bulle, j'étais dans mon univers. Que j'étais bien. Et à 12 ans, en 1980, pour situer les gens, il y a le film Fame qui a passé à la télé, qui se passe à New York. C'est des étudiants dans une école qui apprennent à jouer du théâtre, à danser, à chanter et à jouer d'un instrument de musique. Et moi, dans ma tête de 12 ans, je me dis, si cette école-là existe, c'est parce qu'on peut faire ça dans la vie. Et là, je m'en vais annoncer la bonne nouvelle à mon père capitaliste autoritaire. Il dit non, tu peux pas faire ça. Là, pourquoi? Il dit, mais non, il dit, les artistes, il dit, ça gagne pas leur vie, ça reste pauvre toute leur vie. Et lui, il était dans l'entrepreneuriat, comprends-tu que pour lui, c'était
ça se pouvait pas. Puis dans ses croyances aussi du temps, qu'il y a encore malheureusement aujourd'hui, pour lui, un artiste, c'est pas une vraie job. Et là, moi, écoute, ma ballonne pète. Puis il dit, toi, t'es bonne à l'école. Puis effectivement, j'étais très bonne. Il dit, t'es bonne à l'école, fait que tu vas aller à l'université. Parce que mon père, n'ayant pas pu aller à l'université, ben il a dit, toi, tu vas y aller. Puis moi, en toute docile que j'étais à l'époque, j'ai bien changé depuis. Oui, papa. Et je suis allée à l'université. Et il m'avait dit aussi à un moment donné, parce que quand j'étais jeune, j'écrivais mon nom partout, puis je jouais dans le papier, puis en tout cas, j'embrassais bien des affaires, j'ai vendu du Tupperware, rien, j'ai pas fait. Et là, il me disait, toi, t'écris ton nom partout, puis tu joues dans le papier, fait que c'est ça que tu vas faire quand tu vas être grande. Et probablement que ça l'a rentré dans mon inconscient, parce que rendu au cégep, je ne savais pas encore quoi faire dans la vie. C'est triste, hein? T'as 16 ans, il faut que tu décides à 16 ans ce que tu vas faire pour le reste de tes jours. Écoute, c'est abominable, ça n'a pas de bon sens. Et donc, et ça aussi, je suis coach là-dedans, j'aide les gens les gens à aider leurs ados à trouver ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et il y a une femme qui arrive tout bonnement, je ne sais pas pourquoi, elle vient nous parler de testament. Et c'est là que j'ai écoute, Eureka, c'est ça que je veux faire dans la vie. Comme j'ai une mémoire photographique, j'ai passé mes 4 années d'université avec brio et je suis devenue notaire. J'ai pratiqué pendant 31 ans, mais j'ai oublié de dire quelque chose. À 12 ans, quand mon père m'a dit non, ça l'a tellement résonné fort dans mon être que j'en ai fait une scoliose, une déviation en S de la colonne vertébrale et j'ai porté un corset orthopédique pendant tout mon secondaire. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue en dépression, une dépression silencieuse. Moi-même, je ne savais pas que j'étais en dépression. Je suis devenue en colère et ça a duré jusqu'à mes 52 ans, donc 40 ans. De colère, de dépression, je compte plus les fois où j'ai voulu me suicider. Bref, il n'y avait rien qui marchait dans ma vie. Et là, les gens m'ont se demandé, mais pourquoi t'as fait aussi longtemps comme notaire, 31 ans, c'est pas rien? La réponse, 1, j'aimais le monde. Et 2, à chaque matin, je m'habillais, je me costumais de mes belles robes Joseph Ripkoff ou l'autre là, que j'oubliais, Frank Lehman. Tu sais, mes beaux costumes griffés. C'était mon costume et j'allais jouer le rôle du notaire devant mon auditoire qui était mes clients. C'est pour ça que j'ai toffé aussi longtemps. Et d'ailleurs, écoute, j'ai toujours refusé de me faire appeler maître et de m'appeler maître. Et j'ai écrit une trilogie d'anecdotes notariales, les titres, les mémoires de la maîtresse récidive et les secrets de la maîtresse. Parce que je suis incapable du mot maître. Que je trouvais trop prétentieux. J'assumais pas mon titre. Faut le faire quand même, là. J'aurais dû allumer avant ça, mais non, qu'est-ce que tu veux? J'ai connu ça dans ma famille. C'est vrai? Mon père a fait un doctorat. Il refuse de se faire appeler docteur. Ben voilà. Ouais, il n'aime pas ça. Lui, c'est très prétentieux. Puis écoute, je détestais le droit. Je sais pas pourquoi j'ai toffé aussi longtemps, mais en tout cas, c'était mon explication. Mais t'étais bonne. T'étais bonne à ce que tu faisais, clairement. Oui, j'étais bonne. Puis, tu sais, je veux dire, le monde tripait sur moi parce que je les aidais. Fait que, tu sais, je recevais de l'amour en même temps. Puis, Dieu sait que quand on est artiste, parce que je suis une artiste par définition, ben, on a besoin d'amour dans la vie. Fait que, regarde, il m'en donnait. J'aime beaucoup ce que tu nous partages parce que la révolution bruyante, c'est de parler. Parler de ce qui est difficile, parler de ce qui ne va pas. On a toujours, surtout avec l'apparition de certains médias sociaux, on regarde, moi les gens m'ont vu à Cannes, ils m'ont vu à telle place, ils me voient gagner des awards. Je dis, wow, lui il fait une vie. Non, c'est rough la vie. Ouais. C'est rough pour tout le monde. C'est de savoir comment dans ce cheminement-là, tu trouves le bonheur, tu trouves à être bien, tu trouves les bonnes bases, tu essaies de faire... de mettre de côté ce qui est tough, puis tu passes à travers. Ouais. Comme je disais, j'ai écrit un livre, je t'en ai parlé rapidement, Rise Above Fear. C'est qu'une fois que tu passes par-dessus certaines peurs, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Puis c'est ça un peu la vie, mais c'est ce que tu as réussi à faire. Donc, tu as eu un cheminement que tu t'es... Oui, puis la peur, c'est un moteur. Faut le prendre comme ça. Et moi, à 52 ans, tu sais, moi, je vais parler de l'univers, là. OK, la force supérieure qui est au-dessus de toi, là. Moi, je parle de l'univers, mais ça peut être Elvis, Dieu, Jésus, Bouddha, la poune, Marilyn Monroe, tu comprends? Ce à quoi tu crois, là. Moi, je parle de l'univers.
l'univers m'a envoyé un drôle de truc, une hystérectomie totale, babaille des ovaires, babaille l'utérus, par mesure préventive. Il n'y avait rien de grave, on comprend-tu que c'était un signe de l'univers? Et là, j'avais 2 mois de convalescence obligatoire, puis notaire, là, tu prends 2 semaines, puis c'est la fin du monde. Et pour toi, et pour les autres, et pour les clients. Donc là, 2 mois, je n'étais pas capable de rattraper ça, et là, j'étais sur le bord du précipice. Où je m'assois sur le bord du précipice, j'attends que ça passe, puis je ramasse les pots cassés, puis je reviens dans ma vie plate de notaire, ou je saute dans le vide, je ne sais pas où je vais atterrir, je ne sais pas si je vais atterrir derrière sa tête ou ses pattes, mais je vais atterrir quelque part, puis je vais faire confiance, et c'est ce que j'ai fait. Puis tu sais, je me dis, je tenais bien fort mon parachute, puis c'était quoi mon parachute? C'était ma confiance en moi, en mes dons, en mes talents, en mes compétences. Donc oui, ça a été difficile, mais je suis la preuve vivante qu'on peut changer de vie et changer de vie à tout âge. Je dis souvent, après une voie de contournement de 40 ans, je suis revenue à ma vraie nature d'artiste. Puis oui, je suis moins riche monétairement, mais ma vie est tellement plus riche de sens. Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment... les gens ont besoin de cette inspiration-là. Je pense que c'est ce qu'on va réaliser aussi à travers les gens qu'on reçoit. Absolument. Les embûches, les difficultés, passer à travers. Puis la vie, c'est un grand combat à travers lequel tu crées ton bonheur, tu le cherches. La vie est un combat par lequel on n'en sort pas vivant. Ah, jamais, personne. Aussi bien se donner une bonne qualité de vie. Oui. Est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Je crois sincèrement que c'est un programme qui m'a été inculqué par ma mère. Puis tu sais, là, je mets vraiment les auditeurs pas en garde, mais en tout cas, j'avise les auditeurs. Ça va m'arriver de parler de mes parents sur un certain ton, mais mes parents, ils n'ont pas pu me donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Et je leur ai pardonné et je lance pas de roche à personne, ça donne rien. Bref, ma mère a perdu 2 enfants avant moi et ma sœur. Ma sœur a réussi, ma grande sœur a réussi à avoir des enfants. Mais moi, avoir un enfant, dans ma tête, il naissait pour mourir. Dans ma tête, ça se pouvait pas qu'un enfant survive. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, pour moi, un enfant, c'est même quand j'étais notaire, les clients amenaient leur enfant dans le porte-bébé, là, puis dans ma tête, ils redescendaient pas en bas, ils vivaient, là, il arrivait quelque chose dans l'escalier. Tu comprends-tu? J'étais folle raide. Ben. Mais moi, un enfant aussi, avoir des... Ben, premièrement, écoute, Carl, tu sais, l'accouchement, là, toute cette histoire-là, là. Je connais pas ça, moi. L'accouchement, moi, j'ai eu des contractions, 2 contractions le jour où la gynécologue m'a inséré un stérilet. Je suis très dure sur mon corps. J'ai failli perdre la carte tellement ça faisait mal, mais mal. Écoute, l'eau me pissait partout. J'ai dit, voyons, Pascal, qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, c'est pas compliqué, tu viens d'avoir 2 contractions. Et là, j'aurais dit des gros mots que je dirais pas, mais j'ai dit, mais vous êtes folle, Voyons, je dis, ça n'a pas de bon sens, souffrir de même pour avoir... On m'a dit, il y a un bébé après. Mais oui, mais j'ai dit, so what? Ça n'a pas de bon sens. J'avais l'impression qu'il y avait un sabre qui me traversait bord en bord du corps. Je te jure, je m'en rappelle encore. C'est une douleur indescriptible. C'est épouvantable. Et ceci dit, moi, si j'avais eu un enfant, premièrement, l'hôpital à Amos s'appelle Hôtel Dieu. Alors, il y a le mot hôtel là-dedans. Donc, j'aurais pris mon forfait séjour. J'aurais voulu mon petit cocktail de bienvenue avec le petit parasol. Puis j'aurais dit, moi, vous me gardez pendant une semaine. Là, c'est clair. Moi, je ne sors pas de ça avant une semaine. Puis donnez-moi tous les menus, puis les activités, puis etc. Et vous me faites une césarienne. Il n'est pas question qu'on me garde l'équipement. Et là, après ça, considérant ma peur que l'enfant meure, je leur aurais dit, gardez-le pendant 2 ans. Vous me le ramènerez quand il va être propre, qu'il va parler, puis qu'il va marcher. Je l'aurais gardé une couple d'années chez nous, dans une cage, pour être sûr qu'il n'arrive à rien. Puis à l'adolescence, je l'aurais renvoyé quelque part pour leur dire, vous me le ramènerez quand il va parler sans grogner, qu'il va se laver, puis qu'il va marcher droit. Qu'est-ce qui te faisait peur d'avoir des enfants, à ton avis?
Je sais pas. Comme je te dis, d'après moi, c'est un programme qui m'a été inculqué par ma mère, parce qu'elle a eu peur après d'avoir des enfants. Elle a fait Parce une fausse couche après moi. Enfants. C'est ça, ça vient tout de là. Ça vient de là. C'est que ta mère a perdu 2 enfants. Ouais. Elle a inculqué des peurs, puis donc, voilà. toi, tu les as assimilés comme moi, enfants. Je pense puis... que c'est ça. Ben oui, non, c'est évident. Puis tu sais, puis en même temps, avec ce que je viens de te dire, un enfant, aurais-tu voulu que je sois sa mère? Moi, d'après moi, si j'avais eu des enfants, ben ça aurait été la première cause de divorce. Hey, le Journal de Québec, hein? Des enfants divorcent de leur mère. Ça aurait été une première. Je suis persuadée. Donc, c'est mieux pour tout le monde que je n'ai pas eu d'enfants. J'adore les enfants, ceci dit, mon chum en a 4. Et je suis mamie depuis 1 an et demi. Première fois que je suis mamie, et c'est extraordinaire. Fait que tu as fait la paix avec cette partie-là. C'est génial. Oh mon Dieu, mais ça n'a jamais été un enjeu pour moi. Moi, c'était tellement clair, puis j'ai tellement joué à la poupée quand j'étais petite. Hey, j'avais 14 enfants, moi. C'était un jeu marathon plein. Je l'ai vécu. Donc, moi, c'est réglé dans ma tête. Je trouve ça intéressant parce que quand on se parlait un peu plus avant l'émission, tu mentionnais qu'il y a beaucoup de choses qui se définissent entre 0 et 12 ans au niveau de la passion. Absolument. Puis, ça a été quoi par rapport à ça, ton expérience que tu voulais... Ben moi, je jouais des rôles. Hey, moi, dans ma salle de jeu, là, Carl, là, je te le dis, j'ai élevé des enfants. Là. Hey, j'en avais de tous les âges. J'avais des poupées qui marchent, des poupées qui pleurent, des poupées qui font pipi, et des poupées qui mangent. J'en avais de toutes les acabis. J'étais gâtée. De tous les acabis. J'avais un tableau avec un vrai bureau d'élèves, j'étais maîtresse d'école, j'ai déjà pété une verge, là, parce que mes élèves étaient trop tannants. J'étais dans mon rôle, comprends-tu? Ma mère est venue me voir, elle a ouvert la porte, elle a dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais j'ai dit, maman, mes élèves sont ben trop tannants. Écoute, je me croyais, moi, là. Oui, mais à l'époque, il faut revenir à l'époque, moi, pour avoir étudié chez les Sœurs, à l'Institut Saint-Joseph-Saint-Vallier sur Saint-Joseph. Seigneur, mes condoléances. J'ai connu la règle. Oh mon Dieu, mais pas de la même manière. Ouais. La discipline par la règle, je l'ai vue. Puis là, t'es comme, ça laisse une marque. Ben, une marque à tous les sens du terme. Et différent, dépendant probablement de l'éducation qu'on reçoit à travers la famille ou quoi que ce soit, ça traumatise plus de gens que d'autres. Je comprends. Il y a des gens à qui j'en parle qui sont encore en colère, enragés. Moi, ça a passé, c'est comme, c'est part of life. Mais c'était un autre temps. Un temps que les gens connaissent pas. Alors, c'était la culture, c'était comme ça. Oui. C'était la punition physique. Moi, je me faisais mettre à genoux. Ça, c'est insultant. C'est bien plus insultant que de... Ben, pas bien plus, mais en tout cas, c'est un autre feeling. C'est comment dire? C'est pas physique, c'est vraiment émotif. Là. Ouais. Tu te fais mettre à genoux dans le coin, là, c'est humiliant, c'est chiant, ça fait mal à l'ego. C'est l'humiliation. Oui. C'était l'humiliation pour essayer de nous dompter. C'est ça. Tu l'as dit, nous dompter. Mon frère, il l'accotait au mur, le dos au mur, les jambes pliées, puis à un moment donné, les jambes lâches, puis il le tenait par les cheveux. Oh mon Dieu. Et là, plus il baissait, plus il tirait les cheveux. Alors, tu sais, on a connu ça. Ça fait partie de notre éducation. Oui. Puis, ça donne une discipline de vie. Hey, où tu suis, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai déjà eu ma prof de 4e année. Oh mon Dieu, c'était épouvantable. Aujourd'hui, écoute, elle sera en prison. Tu sais, on a toujours un malcommode dans une classe, là. Hey, André, pour pas le nommer. André, il était vraiment quelque chose. Et la prof, Denise, elle s'est choquée. Elle a pris la tête, les cheveux, parce qu'il avait une moumoute après ça. Elle a pogné les cheveux, puis elle a bang, 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 la tête sur le tableau, toi. Hey, aujourd'hui, je te jure, elle sera en prison, cette femme-là. Complètement. Mais écoute, il y a juste nous autres qu'on a resté, puis en fait, en même temps, elle l'a fait aussi pour dire, regardez là, ce qui pourrait vous arriver. Hey, on s'est tenu peinard, comprends-tu? Mais lui, finalement, elle n'en est pas venue à bout. Il a fallu qu'elle sorte de la case puis qu'elle aille voir la directrice. Mais bref, non, ça se ferait plus aujourd'hui, des affaires de même. Non, vraiment, là. C'était inacceptable. Puis... il y a des gens qui voudraient revenir à ça. Je fais toujours... Mais quand tu n'as pas connu l'histoire... Non. Tu sais, c'est un peu comme... récemment, je parlais avec quelqu'un de la peine de mort. Oui. Je m'y objecte. Je suis contre la peine de mort. Oui. En fait, c'est pas vrai. J'ai toujours dit, je suis pour la peine de mort, donc je voterai toujours contre. Parce que je considère pas que comme humain, j'ai assez de jugement pour utiliser la même médecine que quelqu'un a donnée
pour le juger lui. Je trouve ça complètement inacceptable. Puis la peine de mort a démontré, surtout aux États-Unis, des erreurs majeures. Ben oui, c'est ça. On est mieux d'avoir un coupable en liberté qu'un innocent en prison, effectivement. Ouais. Moi, je te l'ai dit aussi hors d'onde. Je crois pas au système judiciaire. Moi, des humains qui jugent d'autres humains, j'y crois pas. J'ai pas de solution. À part les extraterrestres un jour qui vont débarquer. Ça, c'est ce que je crois. Mais c'est un autre sujet. Mais tu sais, par contre, tu dis, on retournerait pas là. Mais faut pas virer fou non plus, là. On s'entend un petit tac sur le bras puis qui saisit. Il y a juste un milieu. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est ça. Tu sais, entre bang, bang, bang sur le tableau de la classe, une petite tape là, juste qu'elle saisisse, là, pas d'en face, là, sur la main ou sur l'avant-bras. Moi, ça me va, là. Je veux dire, on virera pas fou. Un enfant, faut que ça se fasse saisir, faut que ça comprenne le bon sens, là, tu sais. Il y a tellement de façons de développement au niveau de la psychologie qui ont été développées. Ouais. Où est-ce que ça a été démontré, plus tu punis ou pénalises quelqu'un physiquement, moins il va être responsive, qu'on dit, qui va bien accueillir le changement. Mais de sortir un étudiant d'une classe, l'envoyer réfléchir, ça fonctionne aussi. Puis après ça, de s'asseoir avec, lui expliquer. Voilà. Donc, ça passe par l'éducation. C'est toujours l'éducation. Oui. Puis malheureusement, il n'y a pas d'équilibre souvent chez certaines personnes. Ça fait que tu parles d'équilibre, j'aime ça. Parce que, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, parce que j'ai peut-être pas eu d'enfants, mais j'en ai élevé, OK? Parce que j'ai pas eu 30 relations, mais j'en ai eu une dizaine, certains. Puis les papas avaient tous des enfants. Et j'ai appris... dans mes expériences de couple et de famille recomposée, faut donner un positif pour un négatif. Puis moi, je suis en train d'expérimenter quelque chose avec mon petit-fils, Laurent. Je lui donne des choix. Là, je dis, Laurent, on va se bercer pour aller faire dodo ou tu vas faire dodo tout de suite? Oh mon Dieu, c'est sûr qu'on va aller se bercer. Mais au départ, il voulait pas y aller pantoute. Tu comprends? Oui. Fait que, tu sais, faut être plus intelligent que l'enfant, évidemment. Puis c'est des façons de faire qui fonctionnent. En tout cas, moi, ça fonctionne avec Laurent il y a 2 ans, 1 an et demi. Puis avec lui, si tu lui donnes des choix, mais si tu arrives et tu dis, on va faire dodo, wow, là, c'est trop direct, c'est trop dur, c'est trop autoritaire. Mais psychologie enfantine 101, en tout cas, ça marche pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de reproduction de comportements qui ont été enseignés. Et voilà. Et c'est là que ça prend une barrière. Ça prend quelqu'un qui arrête ça, qui dit c'est fini. Moi, ma génération, j'irai pas là. Moi, écoute, regarde. Je suis certainement une des personnes les plus gâtées au monde avec les parents que j'ai eus. Okay. La famille que j'ai eue. C'est incroyable, t'as pas idée. Mes parents nous amenaient partout. On a fait le tour de l'Europe quand j'avais 11 ans. Wow! Parce que mon père est allé enseigner là-bas. OK. Alors, on rencontrait des nouvelles cultures, du nouveau monde. Les États-Unis. C'est beau, ça. C'est le fun. Mais à travers ça, on vivait des expériences difficiles, mais on avait les bons parents pour accueillir ça. Alors, à l'âge de 5 ans, on est allé vivre à Indianapolis, aux États-Unis. Okay. C'est là que j'ai pris mon anglais. Oui. Je suis revenu de là, puis il y a même des mots que je ne me souvenais pas en français. Tu sais, un pompier, moi je disais, hey, it's a fireman. Là, ma mère m'apprenait, c'est un pompier. Oui. Alors, ça a été une année quand même difficile, c'est un changement, mais j'avais les bons parents pour accueillir ça. Mais à cet âge-là, ton cerveau, c'est une éponge vide. Ouais. Et l'information, les côtés difficiles, j'imagine, c'était au niveau des amis. C'est de te faire des amis, puis ensuite de quitter ces amis-là, puis retourner dans... Tu étais toujours en adaptation partout où tu allais, finalement? Oui, carrément. Tu avais aussi le côté culturel. Quand on habitait en Europe, en Suisse, l'enseignement était différent. Okay. Un petit peu plus sévère, puis un petit peu plus... En fait, ce que tu découvres, c'est que c'est une culture, les Suisses, qui vont t'envoyer une petite craque en parlant. Une espèce de mini-insulte, mais c'est dans leur langage courant. Donc, tu travailles avec des Européens, puis c'est « Ouais, mais alors moi, toi, alors... » Ça fait partie de la culture, il faut que tu l'acceptes. C'est pas méchant. Pas méchant, c'est culturel. Okay. Mais quand tu as 11 ans, tu le sais pas. Ouais. Tu prends ça au premier degré, puis t'es pas content. Alors, j'avais les bons parents pour équilibrer tout ça, puis j'ai vraiment été chanceux là-dessus. Mais t'es chanceux parce que moi, j'ai tout eu, moi aussi, au niveau matériel.
Moi, c'est au niveau de l'amour que j'ai pas eu le vrai, véritable amour, parce que mes parents, de toute façon, l'ont pas eu. Donc, je l'ai pas eu non plus. Moi, je suis en apprentissage d'amour avec mon mari. Lui m'apprend à aimer avec du temps, de l'énergie, des actions, des gestes, ce que je ne connaissais pas. Donc, on apprend tout à tout âge. Puis moi, je considère que, tu dis, mes parents, ils m'ont appris, puis ça prend des bons parents. Sans avoir eu d'enfants, je pense sincèrement que des bons parents, entre guillemets, la job d'un parent, c'est d'offrir le plus de possibilités possibles à son enfant parce que son enfant ne sait rien. Donc, tant au niveau des activités que des langues, que de la culture ou quoi que ce soit, ben c'est là que tu peux dire à ton enfant, ben regarde, va faire un camp de baseball, va faire un camp de piano, va faire un camp de ci, va faire un camp de ça, il y a ci, il y a ça, on va aller voyager. Ça, j'ai voyagé avec mes parents aussi, pas en Europe, mais en Amérique. Donc, c'est la qualité. C'est ce qu'un parent doit faire tant qu'à moi. Et là, je dois dire une chose, parce que, tu sais, on jase, Carl, là, puis là, moi, j'ai une petite voix qui s'appelle Georgette. Georgette, je la présente, c'est mon intuition. Elle est ici à jase, à ma droite. Puis là, Georgette, elle me dit de le dire, là. Moi, je parle beaucoup. Puis j'ai l'impression, tu sais, je donne l'impression que j'ai la vérité infuse, loin de là. Moi, Carl, tout au courant de nos émissions, je partagerai ma vérité. Mais j'ai pas la vérité infuse, mais je partage ma vérité. Mais c'est correct. Je voulais juste mettre ça. C'est correct que tu partages tes expériences, ta vérité, et à travers un dialogue qu'on va avoir des gens, des fois, qui pensent différemment de nous sur plusieurs projets, on va avoir à échanger avec eux, accepter ce qu'ils nous disent. Puis, ils ont le droit d'avoir une opinion différente. Oui. C'est là, je pense qu'il faut éliminer le bruit des médias sociaux. Je veux dire, on regarde ce qui se passe, c'est devenu toxique. Les médias sociaux sont vraiment devenus toxiques à plusieurs niveaux. Des extrêmes qui se disent « Ah, lui, c'est la gauche extrême. Lui, c'est la droite extrême. Lui, c'est ça. » Arrêtez. Arrêtez le bruit. Arrêtez le bruit dans votre tête. Arrêtez. Faites-vous une opinion. Partagez-la. Et si quelqu'un vous traite de coucou ou de ci ou de ça, éliminez-le. Sortez-le de votre vie. Répondez-y pas. Moi, regarde, on est parfait dans nos imperfections, l'humain. Et oui, les réseaux sociaux, ça a beaucoup d'impact, tant négatif que positif. Et moi, c'est pas tout le monde qui m'aime, là. Puis, des fois, oui, sur tout ce que je publie, il y a des fois des commentaires, je fais juste les bloquer. J'y réponds pas, ça donne rien de répondre. Cette personne-là ne mérite pas que je prenne du temps pour répondre. Je fais juste bloquer le commentaire, l'effacer, puis bloquer cette personne-là. Tu ne mérites plus de voir mes publications, donc je te bloque. Point final, c'est tout. La personne se définit plus elle-même qu'est-ce qu'elle te définit par son insulte. Elle se définit qui elle est elle-même. Ah ben oui. Bon, à partir de ce moment-là, tu dis, est-ce que c'est le genre de personne avec qui je vais avoir une interaction? Ben voilà. Non, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Et voilà. Puis, qu'est-ce qui fait que cette personne-là a si mal qu'elle sent le besoin de t'insulter parce qu'elle a une opinion différente? C'est toujours ça. Tu sais que je me suis fait faire des gilets, hein? Mange donc de l'amour. Ouais, mange donc de l'amour. C'est une belle phrase. Non, ça va bien. Je sais pas si les gens ont assimilé mon mangeon de l'amour. mais sérieux, j'ai un conseil vraiment, pour l'avoir testé, quand tu as envie d'envoyer peut-être quelqu'un, pour le dire comme ça, dis-y mange donc de l'amour. Ça va dédramatiser la patente au complet. Puis, tu sais, dans le fond, la personne qui est pas fine avec toi, ben c'est parce qu'elle manque d'amour. Donc, dis-y de manger de l'amour, puis ça va dédramatiser, puis ça va tout changer le truc. Complètement. De toute façon, moi, j'ai comme principe, je n'ai aucune religion. Donc, je n'adhère à aucune religion. J'adhère à des valeurs. Valeurs, et ma principale, la première, c'est la racine de tout. C'est soit la peur ou l'amour. Quand tu prends une décision sous la peur, tu prends jamais la bonne décision. Voilà. Alors, t'es mieux de prendre un recul, puis baser ça. Puis c'est pas I love you, c'est pas ça. C'est basé de dire, OK, regarde, quelqu'un, par exemple, me fait mal. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le pardon? Ben, il a fallu que j'apprenne à pardonner, moi, du monde dans la vie. Oui. Alors, le pardon, c'est de laisser aller et de dire, je me ferai pas mal pour ce que j'ai vécu de cette personne-là. C'est pas de dire, je m'en vais te voir, je dirais, je te pardonne. Rien de ça. Et le pardon, tu le fais pas pour l'autre personne, tu le fais pour toi. C'est un lâcher-prise. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui continuent de se faire mal. Je vois des gens, des fois, qui se font mal. Ils se font mal avec tous les jours. Oui. Avec la même douleur. Puis ils mettent ça, c'est la faute de l'autre. Il m'a fait ci, il m'a fait... Regarde, la rancœur, la rancune.
moi, je comprends pas ça parce que j'ai pas ce morceau-là. Mais ceux qui l'ont, je me dis, mais pourquoi tu dépenses de l'énergie négative sur cette personne-là? Elle ne le mérite pas. Ben voilà. Ben, d'ailleurs, dans mon prochain J'ai de la film, misère à comprendre ça. dans le prochain film qui s'en vient sur le sport, parce que j'en ai d'autres. J'en ai un qui s'en vient sur l'eau. Une machine. C'est parti. Là. La machine est partie. On va en profiter pendant que je surfe la vague. Ce qu'on apprend, c'est que par le sport, ce que tu peux pas faire par les médias sociaux ou par la technologie, tu apprends à dealer avec le conflit. Alors, tu joues à un sport, le gars te rentre dedans, il te frappe, tu tombes, tu saignes du nez, tu pleures, tu veux y fesser dessus. Puis habituellement, il y a un coach qui est là pour justement tempérer et dire non, arrêtez, c'est un sport, c'est un jeu, c'est un accident qui va amener cet équilibre-là. Et tu vois beaucoup dans le sport une fraternité entre des opposants dans différents sports. Tu as toujours un cave, là, une fois de temps en temps, mais même dans des sports comme la boxe. Et je vois souvent des gens dans des équipes de hockey différents. J'écoute pas le hockey, mais j'ai connu des joueurs de hockey où est-ce que ils se rentrent dedans, ils se font mal, puis après ça, ils vont se voir, ils disent, excuse-moi, c'est parce que là... Et ça apprend à dealer avec ça. Tu apprends à dealer avec... plutôt que d'accuser, tu apprends à dealer, puis dire... parce que ça fait partie du jeu. Oui. Je fais du pouce sur ce que tu dis, puis j'en profite parce que je suis pas mal sûre qu'il y a bien des gens qui savent pas ça. Tu sais, Carl, une autre affaire que je veux dire, tu peux sortir la fille du notariat, mais tu peux pas sortir le notariat de la fille, OK? Puis c'est parce que j'ai encore mon titre. Je suis partie plus, mais j'ai encore mon titre. Est-ce que tu sais pourquoi, quand un bâton de hockey est brisé sur la glace, que le joueur doit le lâcher, il ne peut plus jouer avec? Non. Parce que c'est considéré comme une arme. Oh, OK. Oui. Et c'est beaucoup de... J'ai appris ça en droit criminel, première année d'université. Jadis, c'était la guerre autrefois. Et effectivement, il y a eu de la jurisprudence. Et d'ailleurs, c'est ça, parce qu'il y a un contexte. Tu joues au hockey, tu t'attends à te faire plaquer, tu t'attends à avoir un peu de violence, mais ça fait partie du jeu. Mais il y a probablement, à un moment donné, quelqu'un qui a fessé, en bon québécois, avec le hockey qui n'était plus un hockey. Et il y a eu une poursuite. Et la personne a été condamnée parce que le juge a dit, non, là, c'était plus du hockey. Là. Donc, c'est la raison pour laquelle les bâtons de hockey doivent rester sur la glace une fois que ce n'est plus un gouret. Tu rentres dans le sujet de ta profession? Oui. Ça commence comment, tout ça? Ben, comme je dis, la Joanne qui est venue nous parler de testament, ça a fait comme, OK, ça va être ça. Et quand je suis arrivée chez mon père, chez mes parents pour annoncer ça, que je sais ce que je veux faire, je veux être notaire. Hey, mon père se dotait dans les airs. T'es heureux? Fait que, puis j'étais gâtée, ils ont payé toutes mes études. Je veux dire, c'est parfait. Et je l'ai dit, j'ai réussi à passer au travers de mes 4 années d'université. 1, parce que j'ai une tête de mule. 2, parce que j'ai tenu mon objectif. Parce que c'est dur. C'est très difficile. Et pas juste le droit. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Et si tu ne gardes pas ton objectif en tête, ben, tu vas abandonner. Ou en tout cas, tu as le goût souvent d'abandonner. Moi, j'avais l'objectif que 4 ans d'université égale diplôme notariat, notaire. Et j'ai tenu cet objectif-là. Ma mémoire photographique m'a aidé. Et après ça, je l'ai arraché un peu parce que je suis sortie de l'université en 91, grosse récession. Mon chum de l'époque, il restait 1 an d'université à faire. Il faisait ça à Montréal alors que moi, j'avais étudié à Ottawa. Je suis allée rester 1 an à Montréal avec lui. Écoute, j'ai fait 800 téléphones pour me trouver une job. Puis les notaires me disaient, pauvre toi, je viens de clairer ma secrétaire de 25 ans d'expérience parce que j'avais plus d'argent pour la payer. En tout cas, bref, j'avais pogné des petits contrats ici et là, mais ça je réussissais pas à en vivre. Finalement, on est revenu à Amos, rouvre mon bureau 1 an, j'ai pas fait d'argent là. Finalement, parce que essaie de trouver une job, surtout à Amos, il y avait 3 bureaux de notaire, ils m'ont tout ri dans la face, ils m'ont dit, pauvre toi, on a de la misère à survivre, nous autres aussi. Et finalement, en tout cas, bref, ça a marché à un moment donné. L'année suivante, j'ai réussi à travailler avec un notaire. Je travaillais avec lui pendant 8 ans, qui m'a appris, parce que, tu sais, quand tu sors de l'université, Carl, tu sais tout, mais tu sais rien, là. Le client qui t'appelle pour dire comment ça coûte, là, t'en as aucune espèce d'idée. Là. Comment ça coûte d'acheter une maison? Je ne sais pas. Ben Alain, pendant 8 ans, m'a appris comment ça marche un bureau de notaire. Le droit, je le savais, mais dans le day-to-day, comment ça marche, je savais rien. Les opérations. Donc, c'est ça. Fait que, Alain m'a appris tout ça. Mais étant tombé dans le patronat quand j'étais petite, mon père étant homme d'affaires, ben là, moi, j'avais ça aussi en dedans de moi et je voulais voler mes propres ailes. Donc, j'ai quitté. Et j'ai ouvert mon propre bureau et j'ai pratiqué pendant 25 ans
à mon compte. Mais en 2015... Tu sais, il y a beaucoup de signes de l'univers. Ça, je pourrais faire une émission complète là-dessus, mais c'est pas le but. J'écoutais pas l'univers. En fait, Georgette que j'ai présentée tantôt, là, ma petite voix, mon intuition, je l'entendais pas. Je pouvais pas l'écouter, je l'entendais pas. Et à un moment donné, je l'ai entendu. Puis j'ai embauché une coach de vie, Isabelle, qui m'a aidé à me définir. Et elle m'a appris que mon archétype financier était... mon Dieu, je l'ai oublié. C'est pas drôle, hein? Voyons, je suis donc bien niaiseux. On va revenir. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié carrément. Qu'est-ce que tu entends par... ça, c'est un programme. Elle faisait ça, un programme, là, tu as différents archétypes financiers. La célébrité. Okay. Mon archétype financier, c'était la célébrité. Donc, c'est des traits, si on veut, d'une personne. C'est comme ça le définit vraiment. Et moi, donc, elle me donnait le droit d'être une artiste. Elle me donnait le droit d'être on the spot. Tu sais, fait que, sachant ça, toujours en restant notaire, j'ai fait, OK, moi, j'aurais le goût de créer. Puis c'est après coup que j'ai compris que quand j'étais tout petit dans ma salle de jeu, je créais. C'est là le lien. Ben, ma passion, c'est vraiment la création. Moi, je capote. Moi, j'ai un projet, il faut que je le crée. Je tripe au bout. Et donc, j'ai commencé à écrire mes anecdotes de notaire. 3 livres, mais tu sais, j'ai pas fait ça comme ça. J'ai suivi des formations, parce que je suis vierge de signe astral, puis ça, une vierge, c'est très, très méthodique. C'est vraiment by the book. Donc, j'ai suivi des formations d'écriture et d'édition, même si ça faisait 25 ans que j'écrivais des contrats. C'est de la rédaction quand même. Pour ouvrir la maison d'édition qui est maisondédition-saint-laurent.com. Et bien là, on est rendu, écoute, là, je pas juste moi, j'ai des auteurs à mon actif, puis ça n'arrête pas. Et j'ai ouvert aussi l'Académie Révélation, qui est une agence de conférenciers. Donc, non seulement j'écris soit pour les autres, parce que je suis prête plume, donc il y en a je considère que tout le monde a quelque chose à partager dans la vie. Et ils n'ont pas nécessairement le talent, entre guillemets, pour le faire. J'ai ce talent-là. Donc, je partage mon talent pour permettre aux autres de communiquer leur message. Donc, soit que j'écris pour eux, ou j'écris avec eux, ou je ne fais que peaufiner le texte déjà existant. J'édite, je diffuse, j'ai mon propre réseau de distribution. Et, parallèlement à ça, si la personne veut faire une conférence avec ça, j'élabore avec elle le contenu de la conférence. Et je suis une agente d'artistes, donc je publie, je diffuse la bonne nouvelle à travers la province, et voilà. C'est donc, ça qui est impressionnant. Là, on est passé de notaire à femme d'affaires, à entrepreneur, à éditrice, à coach. Ben, l'entrepreneuriat, je l'avais. Ouais, je veux dire, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Fait que ça, c'était correct. Puis moi, pour moi, partir une compagnie, c'est une affaire de rien. Mais comme je te dis, tout ce que je viens de te parler là, je suis podcasteuse, j'ai une formation en podcast, je suis comédienne, j'ai une formation de théâtre, je suis célébrante de mariage, de par ma fonction de notaire. Je célèbre des funérailles, j'ai eu une formation, je suis accréditée. Édition, auteur, j'ai toutes des formations pour accoter ça. Je me suis pas improvisée quelque chose. Ça, c'était très clair pour moi. Puis dans le fond, tout ce que je veux, mon souhait ultime, c'est que tout le monde soit heureux. Puis moi, le bonheur, ça passe par la communication de ce que tu es, de ce que tu as à offrir. On en a tous des dons, des talents, des compétences, puis on se voit pas aller. Fait que même nos proches ne voient pas aller. Fait que, tu sais, dans le fond, tu dis, ben oui, je fais rien de spécial, moi. Non, c'est pas vrai. T'es unique et t'es une personne merveilleuse. Puis moi, de par mes talents, mes dons, mes talents, mes compétences, je peux t'aider à briller, en fait. Ouais. Tu sais, je suis rendue là, moi, dans la vie. Ouais. Mais tu sais, ma colère, là, puis tu sais, durant le temps que j'étais notaire, là, j'étais dans un cadre, tu sais, j'ai remplacé mon carcan de plastique de mon corset, là, durant mon secondaire, pour un carcan juridique. Tu sais, quand tu fais partie d'un ordre juridique, là, la Chambre des notaires du Québec, là, t'as des normes à respecter, t'as un statut, là, tu sais, la notaire. Et je me fais... Écoute, Carl, je me mettais en jeans le vendredi, si j'avais le malheur d'aller faire un dépôt à la banque, on me demandait systématiquement si j'étais en congé. Parce que t'étais en jeans. Parce que j'étais en jeans. Là, écoute, ma garde-robe, mais là, aujourd'hui, je suis assez sobre, mais je suis colorée parce que je me suis tellement empêchée. Et moi, c'était du blanc, du marine, du gris, du noir. Là, j'ai que des couleurs. C'est spécial.
Quand tu étais notaire, as-tu des cas particuliers? Ah, mon Dieu. Ma trilogie est pleine de cas. Je me suis fait menacer de mort. Combien de clients sont morts avant de venir signer leur testament la journée même? Ben, voyons donc. J'ai signé un testament d'une personne qui est morte la journée même, qui n'était pas prévue. J'ai reçu... mon Dieu Seigneur, j'ai tellement d'affaires. Mais c'est pas tout... Mes anecdotes, c'est pas toutes des affaires tristes. Là. Non, ben non. Il y a des affaires tellement drôles. Écoute, M. Landry, que j'ai demandé comment ça va. Écoute, ça a fini, là. Hein? Juste te dire, ça a fini avec son gilet relevé par-dessus ses oreilles pour qu'il me montre sa grande cicatrice qui ressemblait à une traque de chemin de fer. J'ai failli perdre la carte. C'est tellement... Écoute, ma table que j'ai encore, parce que moi, j'avais une table ronde, parce que mon bureau, je trouvais que ça faisait une barrière, donc j'avais une table ronde pour recevoir mes clients, mais là-dessus, il n'y a rien qui s'est pas passé. Là. Il y a des bébés qui se sont fait changer de couche, il y a des confidences, une madame qui lui fait son testament pour déshériter son mari parce qu'elle avait voulu la tuer. Puis je suis la seule qui le savait, parce qu'elle dit, j'ai pas appelé la police, notaire, je vous dis ça à vous, là. Puis là, j'entends les gens, j'entends les auditeurs dire, ben oui, mais là, t'es pas tenu au secret professionnel. Oui, je suis tenu au secret professionnel, et encore. Mais j'ai fait un camouflage. Et il y a des gens qui ont lu mes livres, qui sont dedans et qui ne se sont pas reconnus. Parce que je me suis posé cette question-là quand j'ai écrit. Tu nommes pas les gens livres. par leur nom, tu racontes pas le j'ai détail. changé. Écoute, puis à Amos, là, c'est à 15 000 de population, comprends-tu qu'on se connaît tous. Donc, j'ai vraiment camouflé pour ne pas que les gens reconnaissent personne. Et je me suis posé cette question-là avant même d'écrire la première page. Je me suis dit, est-ce que je me mets en danger? Mais en même temps, je me suis dit, si le camouflage est bien fait et que la personne se reconnaît, c'est pas moi qui dis, c'est elle. Donc, elle a le droit de dire que c'est de elle dont je parle. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Absolument, je comprends. Donc, ça me dédouane. Ouais. Voilà. As-tu déjà eu des menaces? Oui, menaces de mort. Ça a duré 6 mois. Effectivement, j'avais fait le mandat d'inaptitude d'une dame qui restait avec son fils. Son fils, c'était un grand gaillard de 6 pieds 6, 300 livres, qui a plus de muscles que de jugeote, sans être pas fine. Et il travaillait de nuit. Et la maman a commencé à perdre la mémoire, commençait à avoir des pertes de facultés cognitives. Et a fallu, parce que là, lui, elle avait plus d'autres enfants et il y a une des filles qui s'est préoccupée du sort de sa mère. Elle a commencé à voir plein de choses qu'elle faisait, mettre la sacoche dans le frigidaire puis le jambon dans l'armoire. Elle l'a fait diagnostiquer et elle débutait l'Alzheimer. Et là, ça rempirait, mais elle voulait pas quitter sa maison. Elle disait, j'ai mon fils s'occupe de moi, mais il s'occupait pas tant d'elle. Il travaillait de nuit puis il dormait le jour. Donc, des ronds allumés, ça arrivait. Ça arrivait qu'elle laissait ses ronds allumés. Donc, à un moment donné, elle en est venue à la conclusion qu'il fallait sortir la mère de là. Et ça a pris 4 policiers et 2 ambulanciers pour sortir la madame. Parce que le fils s'opposait. Et le fils, en fait, quand il a appris, parce que quand j'ai fait le mandat d'inaptitude de la madame, à un moment donné, elle l'a serré, mais pourquoi elle l'a ressorti? Ou c'est sa fille qui l'a sorti, puis c'était sur la table. Et son fils, qui est arrivé de travailler, a vu le mandat d'inaptitude, il a lu inaptitude, il a vu mon nom, puis il a fait « Elle est pas fine ». Et là, il m'a appelé. Mais moi, les messages, je les ai toutes gardés. Et oui, j'avais des grosses menaces de mort. J'ai appelé la police, fait une déposition. Puis finalement, tout ça en parallèle avec la procédure d'internement de la madame et tout ça. La loi permet d'hospitaliser une personne pendant 72 heures pour la diagnostiquer de quelque chose, une maladie mentale. Et malheureusement, c'était un sociopathe et non pas un psychopathe. Donc, un sociopathe, tu ne peux pas l'obliger à prendre une médication. Tu peux l'obliger à faire une thérapie. Par contre, un psychopathe, tu peux l'obliger à prendre de la médication. Donc, voilà. Lui, c'était un sociopathe. Et ça a duré 6 mois intenses. Puis après ça a été à tous les 6 mois pendant 2 ans. Avais-tu peur? J'ai eu peur, oui, ma secrétaire était enceinte à l'époque. Oui, le premier mois, j'ai eu peur beaucoup. Amos, on se connaît tous. Et là, je me suis dit, s'il sait où je demeure. Mais non, il ne savait pas. Et finalement, les policiers passaient tout le temps, beaucoup, en tout cas, autour du bureau. C'est ça. Ça a été... Quand même. C'est assez intense.
Puis... J'ai tout fait noir. Non, ça va. Mais c'est ça. Mais bref, oui. Puis c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'écrire des livres. Parce que, tu sais, si je te dis notaire, c'est quoi l'image que tu as dans la tête? Notaire. C'est vieux, c'est grincheux, ça a des bas blancs, des bas beiges, puis ça parle compliqué, hein? Ouais. Voilà. Et moi, c'est ça, je voulais dédramatiser l'image du notaire. Je voulais vulgariser l'information. Et les gens, ça a commencé quand les gens ils me disaient, Marie, c'est le fun. Écoute, ils m'appelaient Marie, là. C'était très bien comme ça, là. Marie, c'est le fun quand tu parles parce qu'on comprend ce que tu dis. Puis moi, j'ai de l'hypersensibilité aussi, donc je perçois énormément les émotions des gens. Donc moi, si les gens qui étaient devant moi dans mon bureau, je percevais une incompréhension, c'est sûr qu'ils ne sortaient pas de mon bureau tant et aussi longtemps que je voyais des points d'interrogation dans leur visage. Donc, ce sont les commentaires qui me revenaient des gens. Hey, c'est le fun parce qu'il y a des gens qui venaient d'un autre bureau de notaire, ils venaient avec son contrat pour que je lui explique. Parce qu'ils savaient qu'avec moi, il y aurait l'heure juste. Tu avais une capacité à vulgariser. Oui. Puis à prendre le langage de la personne qui est en face de toi pour qu'elle comprenne bien. Voilà. Puis avec mon hypersensibilité, ben, je percevais le moment où il comprenait. Ouais. Donc, et c'est là, après ça, une fois que mes trois livres d'anecdotes ont été écrites, puis chaque anecdote se termine par une morale juridique et une morale philosophique. Donc, je m'amuse à dire que c'est un divertissement enrichissant ou un enrichissement divertissant. Et suite à ça, on m'a demandé de faire de la radio, de faire des chroniques juridiques à la radio. Je l'ai fait pendant 5 ans à Amos. Et j'ai fait aussi 5 ans à la télé d'Amos aussi, chronique juridique aussi. Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas fait? C'est drôle parce que les gens me demandent souvent, tu dors-tu la nuit? Puis tu sais, à l'époque où j'étais notaire, là, ben je pratiquais, écoute, moi, là, je pratiquais le notariat du lundi au samedi, sauf le mercredi après-midi et le samedi après-midi puis dimanche. Le samedi après-midi et dimanche, je travaillais sur mes livres. Je travaillais sur ma passion. Et c'est comme ça que j'ai agi jusqu'à temps que je ferme mon bureau à mes 52 ans. Tu pratiques plus du tout, là? Je célèbre les mariages encore. OK. Oui, j'ai gardé mon titre que pour ça. C'est bon. T'as pas parlé aussi que tu célébrais les funérailles. Oh, mais je fais... Tu sais, quand je dis que je suis maître de cérémonie, parce que curieusement, Carl, la vie, c'est extraordinaire. Parce que quand j'étais notaire puis que le monde m'appelait maître, ça me faisait friser les oreilles. Moi, j'ai jamais sorti ce mot-là, maître Saint-Laurent, oublie ça. Mais là, je dis je suis maître de cérémonie et tout d'un coup, ça fit. Moi, maître de cérémonie, ça va. Donc oui, je suis maître de cérémonie de toutes sortes. Tu peux, parce que tout dans la vie peut être célébré. Un coming out, un baptême, parce qu'il y a beaucoup de baptêmes qui se font plus à l'église, une graduation, un divorce. C'est ça que tu veux que je parle, hein? Oui. Bon, un divorce ou un démariage, écoute, c'est magique. On est en 2025, surtout si les gens ont des enfants, ils se parlent encore, puis ils n'ont pas le choix de se parler, puis on s'aime plus, fine, mais on est capable de se parler, puis la vie est merveilleuse quand même si on se divorce. Donc, ce que je fais, c'est qu'on refait la même cérémonie, sauf l'Église, là, la même cérémonie avec le même monde. Donc, ce monde-là se sont rematchés. Mais là, on n'invite pas les nouveaux conjoints. On invite les anciens. Tous ceux qui étaient là à la cérémonie initiale. Donc, ça fait 25 ans, là, tu comprends que ça peut être drôle. Et là, on fait la cérémonie à l'envers. Donc, on s'envoie pas chier, mais tu sais, on se dit les vraies affaires. On dit pourquoi? Pourquoi qu'on veut plus être ensemble? On enlève nos bagues. On signe le document de divorce. On remet la jarretière. Tu comprends? C'est tout ça. Est-ce que as-tu déjà eu un cas où la personne dit finalement on fait peut-être une erreur? Non, mais j'ai marié des gens qui s'étaient divorcés, puis c'est moi qui les ai remariés. Oui, ça c'est arrivé. J'ai fait, mon Dieu, dans mes anecdotes de mariage, j'en ai des capables. J'ai marié un quatuor, deux frères qui mariaient 2 femmes. La moyenne d'âge qui est 80. Et les petites mariées, là, écoute, c'était des boules de neige. Il y avait tellement de tulle autour de ça. Il mesurait 4 pieds. Puis il arrivait toutes les... Écoute, c'était moins long de passer par-dessus que de faire le tour. Tellement il y avait du tulle. La grosse robe de mariée, écoute, c'était leur 3e mariage. C'était incroyable. C'était une joke. Mais tu sais, moi, je peux pas là rire, là. Je veux dire, moi, j'ai une job à faire, puis c'est correct. Le problème, c'était pas que les 2 petites boules de neige, c'était que le bar a ouvert 1 heure avant la cérémonie.
Donc, les gens avaient commencé à prendre un coup, beaucoup trop. Et là, écoute, c'était rendu un free-for-all en bon québécois. Là, c'était rendu des bêtes de cirque, ces deux petites boules de neige-là qui arrivaient. Là. Puis eux autres, ils avaient toutes les étoiles dans les yeux, puis ils venaient se marier. Mais les messieurs, eux autres, là, qui étaient là depuis un bout, là, qui voyaient ce qui se passait dans la salle, là, ils étaient pas contents. Là. J'étais rendu debout sur la chaise avec le micro, puis excusez, faut commencer. Écoute, j'essayais de calmer ça, moi, cette histoire-là. Ah non, écoute, j'en ai des centaines d'anecdotes de cérémonies de mariage, toutes aussi loufoques les unes que les autres. Tu me feras une liste de temps en temps, on va en raconter une si tu veux. Ça, pas de problème. Tu sais qu'on parlait de célébrer des trucs, là. Ouais. J'en ai un truc. Quand tu achètes une maison, ben ça prend du monde pour déménager. Ouais. Donc, tu fais un party. Moi, je viens animer le truc avec mon chum, parce que mon chum est DJ. Et on vient animer le truc. Puis, donc, tu fais la pendaison de crémaillère, mais ils n'ont pas le choix de venir t'aider à déménager. Fait que tu fais une pierre deux coups. Tu me suis-tu? Oui, tu comprends? Oui. C'est une belle idée, là? Ben oui. Voilà. Excellent. Mais tu vas quand même de la pizza pareil, puis de la bière. Fait que tu fais la pendaison de crémaillère, donc tu invites tous tes amis. Puis là, ben, ils arrivent, puis ils voient le camion de déménagement. Ah, ben oui. Fait qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Tu as écrit ton premier livre en quelle année à peu près? 2016, 2017, 2018. Ça portait sur... Ah, c'est mes anecdotes notariales. Toutes les anecdotes notariales. Oui. C'était quoi le titre du livre? Les mémoires de la maîtresse, le premier. La maîtresse récidive, le deuxième. Et les secrets de la maîtresse, le troisième. Oui, c'est une trilogie. OK, je comprends. C'est oui. pas un titre, c'est une trilogie. Et ensuite, là, après ça, écoute, à Boss, c'est pas grand. Donc, j'ai eu d'autres contrats. Là, on a des livres pour enfants, qui est Annie Saillard, qui est psychoéducatrice depuis une trentaine d'années. Elle a pratiqué, elle pratique encore dans le préscolaire et le premier cycle. Et elle donne des conseils aux parents. Avec une histoire à l'enfant. Donc, c'est des beaux outils. C'est sur 13 problématiques fréquemment rencontrées chez les enfants. Donc, il y a un enfant différent, un nouveau bébé qui arrive, un grand-parent qui décède, comment gérer tout ça, un enfant qui dit des mensonges, un enfant violent, bref, il y a plein de problématiques comme ça. Et ensuite, j'ai des romans, donc des romans policiers. J'ai un conte spirituel fantaisiste aussi, Daniel Saint-Amour, qui est un médium. Lui a écrit ce livre-là qui s'appelle L'ours. Et c'est un ours éternel qui raconte à un pingouin à la manière du Petit Prince ses aventures avec Jésus, Mahomet, j'en oublie tout le temps, Bouddha, Moïse, puis j'en oublie tout le temps un. En tout cas, bref, c'est très percutant comme lecture parce qu'une fois que tu as fini le livre, tu te demandes si ce que tu as appris à la petite école, à la catéchèse, si c'est ça qui est vrai ou si c'est lui qui a raison. Puis c'est très humoristique, c'est très drôle. Okay. Ça choque dans le bon sens du terme. Oui, je comprends. Oui, fait qu'on a des romans policiers. Ensuite, on a avec ta maison d'édition, ça. Oui. Wow. Oui, un recueil de poésie. Là, j'ai la biographie. J'ai les biographies aussi. Et je viens de lancer la biographie de Lucie Bouchard, qui est membre aussi du groupe Performance. Femme d'affaires qui a vécu, elle le dit elle-même, c'est dans le titre, 5 vies de marde. C'est 5 décennies de vraiment, de tout ce que tu peux imaginer qu'une femme peut vivre. La seule chose qu'elle n'a pas vécu, c'est la perte d'un enfant. Le reste, elle a tout vécu épouvantablement. Mais elle a réussi à s'en sortir. Donc, le titre, c'est Enfin ma vie parfaite, après mes 5 vies de marde. Donc, on raconte toute sa vie dans ça et le positif qui en est ressorti parce que Lucie, elle aurait pu dire à cause de, mais elle a choisi de dire grâce à. Donc, il y a un grand message d'espoir dans ça, que même si tu as vécu plein de choses épouvantables dans ta vie, tu peux t'en sortir. Et Lucie, elle a maintenant une agence de voyage qui s'appelle Voyage Déductible, qui sont des transformations immersives en voyage. Donc, c'est ce qu'elle fait. C'est intéressant. Bien, je pense que c'est la bonne façon de partager une expérience qu'on a vécue, c'est-à-dire sortir la victime de nous puis de montrer comment on a grandi à travers ça. Voilà. Ce qui est un peu le titre du livre sur lequel je travaille, c'est Rise Above Fear. Ouais. C'est que la douleur, le mal nous fait peur. Une fois qu'on passe par-dessus, soit qu'on a appris une bonne leçon ou soit on reste con. Effectivement. Mais t'as le choix, toujours le choix. Ah, t'as le choix. Puis c'est le libre arbitre. Des fois, on fait des mauvais choix. Comme moi, au travers de ma vie, j'ai fait des mauvais choix parce que j'entendais pas ma Georgette. Et moi aussi, j'ai mon nouveau livre qui est sorti, qui s'appelle Illumine ta vie, qui sont des trucs aussi de comment voir le positif de toute chose. Ça fait combien de temps t'as écrit ce livre-là? Illumine ta vie est sorti en janvier dernier. Wow, c'est récent. C'est très récent. Tu en parles un peu? C'est 52 chapitres où je raconte ma vérité.
pour permettre aux gens de trouver la leur. Donc, on parle de regarder la vie comme une pièce de théâtre. On regarde aussi comment trouver sa passion. Tous les sujets, écoute, la résilience, la haine, la honte, mais on le voit, moi je le vois du côté positif, comment tourner tout ça en positif, et les gens qui lisent ça s'enrichissent, se transforment sans même s'en rendre compte. Donc c'est 52 chapitres d'une dizaine de pages chacun, donc c'est un gros livre. Et je l'ai en version papier, et tous mes livres sont en version imprimée et en version numérique, et mes 2 premiers tomes de ma trilogie sont aussi en version audio, que j'ai fait moi-même. C'est toi qui fais la voix. C'est moi qui fais la voix. Pourquoi? Parce que je suis un point d'exclamation sur 2 pattes, si les auditeurs ne l'ont pas remarqué encore. Et ben, dans mes textes, il y a des points d'exclamation partout. Et donc, quand j'en fais la lecture, c'est beaucoup plus vivant que quelqu'un qui fait de la narration, si on veut. As-tu l'impression que... comment je pourrais dire? On ne peut pas demander à un parent d'être quelqu'un s'il ne l'a pas appris ou s'il ne choisit pas de le devenir. Ce qui fait qu'il y a des milliers de personnes qui subissent des traumatismes, des mauvaises expériences, soit qui vont les retransmettre, soit qui s'en sortent. Je vois beaucoup de gens qui s'en sont sortis par eux-mêmes. Bien, j'en suis la preuve vivante, Carl. Voilà, c'est exactement ça. Oui. Mais as-tu l'impression qu'il y a un manque à combler au niveau social pour que ça change? Bien... C'est parce qu'on vit avec l'héritage du passé. C'est ça le problème. C'est que, tu sais, mes parents sont 80 avancés. Ma mère est décédée. Donc, tu sais, toute cette génération-là des bâtisseurs, ou que je m'amuse que je me plais à les appeler les bâtisseurs parce que c'est eux autres qui ont tout bâti, là. Ben c'est ça. Ils peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Fait que là, ça a fait des bébés boomers un peu poqués. Moi, je suis de la génération X poquée aussi. Puis là, ben moi, je m'en sors. Puis, comprends-tu que moi, j'ai travaillé fort, là. Puis c'est ça qui transparaît dans mon livre Illumine ta vie. Je donne mes recettes. Moi, je suis la preuve vivante de plein de choses. J'ai réussi à pardonner à mes parents. J'ai réussi à sortir de ma colère. J'ai réussi à retrouver ma vraie nature. Donc, si moi, j'ai réussi, tout le monde est capable. Dans le fond, je partage simplement ma recette. Puis j'aide les gens en coaching à le faire s'ils ont de la misère à le faire eux-mêmes, ben je les aide en coaching à le faire. Puis ça, je les accompagne dans ça. Mais c'est ça. Si tu vas pas, si tu tournes ça en négatif, puis que tu es juste en colère après tes parents, ce que j'aurais pu être là, pour la vie au complet, tu es dans la hargne, tu es dans la rancune, tu es dans la haine. Ben, le temps que tu prends pour être là-dedans, tu le fais pas pour t'améliorer puis te transformer positivement. Donc, tu as 2 choix. Ou tu t'embourbes dans le négatif, ou tu te transformes en virant tout au positif, ce que Lucie a fait aussi dans son livre. Voilà. Mais la génération X, on dira ce qu'on voudra, on était toujours en retard, donc on n'avait jamais rien. Tout était pris par l'autre génération, mais on a tellement grandi à travers ça. Je veux dire, il y a quelqu'un qui me disait, génération X, vous autres, c'est la gang qui avait 60, qui avait de l'air de 40, qui vivait encore comme si vous n'aviez 20. Oh mon Dieu, j'aime ça! c'est vraiment... C'est exactement ça! Mais fait qu'on n'est pas nombreux, la génération X, hein? Non. On est pognés entre les baby boomers et les Y, là. On n'est pas nombreux, nous autres. On s'est fait... Écoute, on écopait des crises économiques, on écopait de manque d'emploi, on écopait de tout. Mais on avait du fun à travers ça. Ça nous a donné beaucoup de résilience. Absolument. Puis, ça, c'est quelque chose de fascinant. Mais les décennies qu'on a vécues, les années 70, 80, 90, c'est irremplaçable. J'aimerais tellement ça pouvoir donner ça à mes enfants qui puissent vivre ce côté-là social de « oh, let's have fun », on a du fun. Puis, je trouve que ça manque. Je trouve ça tellement épouvantable qu'aujourd'hui, tu envoies un enfant jouer dehors puis il prend ça comme une pénitence. Oui. Puis tu enlèves son cellulaire, évidemment. Ouais. Effectivement, la joie, le bonheur simple, on dirait pour les jeunes d'aujourd'hui, le bonheur simple, c'est de scroller sur leur cellulaire. Écoute, je le fais tellement pas, je sais même pas comment ça se dit. Scroller sur leur cellulaire, perdre des heures et des heures mais tu t'amuses-tu quand tu fais ça? Je pense pas. Non. Mais ils perdent leur temps là-dessus sans s'amuser. Fait que c'est comme... Mais oui, mais ça te tente pas d'aller faire quelque chose de le fun? Ben, ça fait partie d'ailleurs du prochain film sur lequel je travaille. C'est qu'on parle de la technologie, puis j'explique aux gens, c'est pas que la technologie, elle est mauvaise, c'est qu'elle est mal utilisée. Absolument. Et l'intention de ceux qui a fait, peu importe le produit que tu fais. OK? Tu vends du café, les gens vont devenir dépendants, ils vont en racheter tous les jours, t'es content. Ouais. La nicotine, c'était ça avec la cigarette. Tu crées un produit qui crée une dépendance parce que tu veux générer plus de revenus, plus de profits. Puis quand je disais qu'une entreprise, c'est un bébé qui grossit,
mais qui ne devient jamais mature, c'est que quand, par exemple, tu as une compagnie comme Google ou iPhone, tu es rendu avec des millions de personnes qui consomment ton produit, ça prend un déclic technologique, tu n'existes plus. Exact. Donc, tu es tout le temps obligé de penser à quelque chose qui va faire que la personne va revenir à ton produit. Alors, on crée le TikTok, on crée les fréquences téléphoniques qui font que tu es plus porté à aller écouter avec le son. Et là, tu te ramasses avec un appareil qui crée une dépendance. Et si tu ne sais pas la gérer, t'es foutu. Ouais. On a créé ce monstre-là. Ben, ce monstre-là dans le sens où moi-même, quand mes enfants, par exemple, on faisait longtemps de la route, il fallait faire 3 heures de route. Après 15 minutes, c'était « on arrive bientôt ». Ce qui est la question normale que tous les enfants posent. Oh mon Dieu, mais oui, c'est sûr. Ça fait partie de l'existence d'un enfant parce que pour lui, la notion du temps n'est pas la même. 3 heures, il ne sait pas c'est quoi, mais après 15 minutes, il dit « il faut que je bouge ». Ouais. Alors, c'était « tiens, prends mon téléphone, écoute une vidéo ». On a créé cette génération-là. Il a fallu les désaccrocher de ça. J'ai réussi, tant mieux. C'est pas donné à tout le monde. Non. Alors, c'est vraiment... On a créé un modèle qui est assez complexe, puis aussi un modèle où on est tout le temps sous tension. Je regarde le modèle, et c'est pour ça, le titre de l'émission, La Révolution bruyante, c'est d'ouvrir un dialogue qui, j'espère, va grandir, que les gens vont venir écouter, puis vont partager. C'est-à-dire, il faut qu'on change des choses, on ne peut pas continuer de même. Revient, quand on était plus jeune, la génération de nos parents, 20% du revenu du père suffisait à payer le loyer de la maison ou de l'appartement. C'est incroyable. Aujourd'hui, 50%. Puis les gens n'arrivent pas en couple à se payer un loyer, un appartement. Oui. C'est pas normal, ça. Alors, et pourtant, nous sommes les plus imposés, les plus taxés en Amérique, mais tout coûte à peu près 10 fois le prix que ce que ça coûte ailleurs dans le monde. Il faut que les gens apprennent à aller chercher ailleurs leur information. Il faut qu'ils aillent chercher leurs informations dans d'autres modèles qui fonctionnent. Avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus facile aujourd'hui à faire. Oui. Et se poser une question, pourquoi à Québec, un arrêt d'autobus a coûté 800 000 alors qu'un courriel aurait dû être de 30-35 000? Ouais. Pourquoi la glissade d'eau a coûté 286 000 alors que dans le magazine, il y a vendre à 10 000 Qu'est-ce qui se passe dans le système qui ne fonctionne pas? Moi, le Carl, ça me dérange pas de payer de l'impôt. Non, faut... Ça me dérange pas, mais utilisez à bon escient l'argent que je vous donne. Moi, je l'ai travaillé, cet argent-là. Fait que, OK, oui, je vous la donne, l'argent, là. Faites donc de quoi d'intelligent. Mais tu sais, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On en parlait à hors d'onde. C'est triste parce que tout le monde vont se payer. Tout le monde... L'argent, toujours l'argent. C'est incroyable comment que l'argent, ça fuck le système complètement. C'est pas leur argent. C'est ce que les gens comprennent. C'est ça. C'est pas leur argent, c'est mon argent. Qu'est-ce qu'ils font avec? Mais tu disais aussi, comme les politiciens, ben, on les mettra pas tous dans le même bateau, mais souvent, le politicien, il veut être à la tête pour être le king. Bon, c'est drôle, en disant ça, on a une image d'une personne. Et on lui donnera pas trop d'exposure, en bon québécois. Mais alors qu'un politicien, dans sa plus simple expression, un politicien devrait être élu pour représenter les gens et de répondre aux besoins de ces gens-là en étant à la tête du gouvernement pour dire, OK, les citoyens veulent X, Y, Z choses, on va s'organiser pour leur donner au moindre coût possible. Je rêve-tu? Est-ce que je suis trop idéaliste? Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire les services de base qu'on a de besoin, qui existent depuis des décennies, doivent rester. Puis après ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on offre et à un coût raisonnable, c'est-à-dire au risque de prendre quelqu'un qui va te faire ta route qui vient d'un autre pays, mais qui te la fait 10 fois moins cher, c'est l'argent du peuple que tu dépenses. Souvent, je fais à la base la joke, puis je suis pas la première qui le dit, mais les routes devraient être en Tupperware. Tu prends un Tupperware du congélateur, tu mets ça dans le micro-ondes, puis ça fait un job, là. Oh, mais voyons, je voulais dire quelque chose, puis je me rappelle plus. Continue. Non, mais c'est ça. C'est le but de l'émission, c'est de recevoir des entrepreneurs qui vont venir nous parler un peu des embûches. Je veux dire, tout est devenu un stress, alors que ça pourrait être simple, que ce soit les impôts, les taxes. C'est toujours lourd, alors que dans plein de pays, ça se simple. C'est beaucoup plus simple. Oui. Puis en même temps, j'aime la social-démocratie, c'est-à-dire que si tu regardes, je vais parler du Québec, pas du reste du Canada, mais si tu regardes le Québec, parce qu'on se définit comme une nation, il y a beaucoup, beaucoup moins de violence et psychologique et physique qu'ailleurs dans le monde. Parce qu'on a créé un système où on a accès à la santé. Il n'est pas parfait, le système de santé, mais en même temps, on est gâté. Oui. Je sais que on peut toujours le critiquer, il faut toujours améliorer. Mais il reste que, tu compares avec nos voisins aux États-Unis, pour ne pas les nommer,
il y a un niveau de violence, mais qui vient justement du fait que les gens s'appauvrissent, ils étouffent, tu tombes malade aux États-Unis, t'es foutu. Oui, je comprends. Alors, il y a tout ce côté-là qu'on a réussi à développer. Et maintenant, c'est d'arriver à trouver un équilibre tout le temps. Et l'équilibre, il n'est pas évident. Il ne sera jamais parfait. Je comprends. Je pense que c'est ça qu'il faut réaligner. Mais il y a aussi une chose, parce que j'ai été conseillère municipale pendant 4 ans à Amos, entre 98 et 2002. Puis mon père avait été maire avant, fait que c'est sûr que je parlais de politique municipale avec lui. Lui, il a été pendant 8 ans. Lui, c'était dans les années 70. Là, je lui montrais le budget, puis il me disait, mais oui, mais dans mon temps, là, la ville, c'était l'éclairage, c'était l'asphalte, c'était le déneigement, c'était les poubelles. Là, aujourd'hui, là, la municipalité, là, puis le gouvernement, là, je veux dire, ils ont tellement le dos large qu'il faut tellement qu'ils s'occupent de plein d'affaires que c'est pas le mandat premier d'une municipalité ou d'un gouvernement, quelque part, là, tu sais. Fait que ça aussi, il faudrait se poser la question, est-ce que nos impôts vont pas à bonne place parce que le mandat est rendu trop large pour la municipalité? Puis, l'analyse d'un gouvernement, puis je pense que c'est l'erreur que la social-démocratie a fait. Tu prends une entreprise privée, OK? Oui. Tu la gères, elle est profitable. Oui. Je donnais l'exemple d'Apple. On imagine que demain, Elon Musk sort un téléphone qui est 100 fois meilleur qu'Apple. Tout le monde va délaisser Apple. Oui. Là, tu as la compétition quand entre en ligne de compte. Donc, tu dois te repenser. Ils vont prendre leur profit, ils vont investir pour essayer d'innover. Oui. Tu as l'innovation qui vient faire une compétition saine. Oui. l'État n'a pas de compétition. Non. Voilà. Donc, peu importe comment il crée le monstre, il doit l'opérer comme il l'a créé. Oui. Alors que s'il y avait une compétition saine ou qui se serait laissé au privé, il y a une rentabilité obligatoire, sinon l'entreprise meurt. Oui. T'sais? Ton restaurant, il est pas bon, il est mal situé, ou ta bouffe est excellente, il est mal situé. Location, Ouais, qu'ils disent. Ouais. Oh, le site, absolument. Bon. Alors, si tu es mal situé, ton restaurant va fermer, même si tu as le meilleur restaurant du monde. J'ai vu des restaurants où je suis allé manger, je fais comment ça, il n'y a pas plus de monde. Mais il est situé dans un trou, personne qui va là. T'sais. Alors, il y a cet élément-là qui manque dans le thinking de l'État. Et c'est là, je pense qu'ils doivent, eux autres, trouver des solutions. Puis il y a aussi tout le système de gouvernance. On prend juste le système de santé, là. J'ai une amie qui travaille à l'hôpital à Amos, elle travaille à l'urgence. Puis, tu sais, elle me raconte un peu son quotidien. Puis je suis comme, ben voyons donc, comment ils peuvent penser? Ça n'a pas de bon sens, mais la fonction publique, là, ils n'ont pas de boss immédiat ou il y a très peu de boss immédiats. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Puis, l'humain étant ce qu'il est, l'humain cherche la facilité. Puis, oui, ils font leur job, mais en fond, tu sais, on comprend. Donc, j'ai pas la solution, là. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, il y a de quoi qui cloche à ce niveau-là parce qu'il y a plus de chefs. Il y a pas assez de chefs à tous les paliers. Tu parlais de compétition puis tout ça, mais tu sais, les décisions, là, tu sais, si la décision part du ministre de la Santé, là, m'a dit que rendu sur le plancher des vaches d'un hôpital, là, c'est plus pareil, là. Fait il doit avoir quelque part il doit avoir moyen de mettre un système en place pour qu'il y ait une gestion, vérification. Tu sais, dans une business, là, il y a un superviseur, il y a quelqu'un qui watch la game, là. Moi, je donne un exemple. J'ai un de mes amis qui était directeur des ressources humaines chez Cascade. Mm-hmm. Ils avaient une gestion participative. Ben voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous nous faites réaliser des profits en étant performant, efficace, il y a un parti qui va vous revenir. Dans le temps des fêtes, ils recevaient un chèque de 7-8 000 $. Ben voilà. Tout le monde, un plan, personne qui passe la mop, tout le monde était au même niveau. Bon, ben. Là, tu fais « wow! Est-ce que c'est pensable pour l'État? » La porte est ouverte à eux d'y réfléchir. Ben, moi, en tout cas, je pense que l'entrepreneuriat a des choses à montrer à la gouvernance de la province et des municipalités. Ça, c'est clair. Puis, il y a de quoi à faire, là. Il y a de l'argent qui est dépensé inutilement. Si vous avez trouvé un modèle qui fonctionne, qui est efficace, puis il y en a dans l'État des trucs qui fonctionnent, présentez-le, dites-le nous. Oui. Ça va nous rassurer. Et continuez de l'opérer de même. Puis si vous l'ajoutez que ça ne marche pas, changez-le. Je vais faire rire quelqu'un qui nous écoute présentement. Je me promène sur la route l'autre jour. Je vois une pancarte qui fait à peu près 5 pieds par 5 pieds. Et mon réflexe, c'est pas de voir ce qu'on me dit, mais plutôt de dire on a mis de l'argent là-dedans. Les orignaux sur le bord de la route, tu connais une petite pancarte jaune, 3 km. Tu sais qu'il y a un territoire d'orignal. Moi, je vois une petite pancarte jaune, j'ai pas besoin de m'en poser. Là, je vois une pancarte 5 pieds par 5 pieds qui dit je suis imprévisible, puis tu as le dessin d'un orignal. Je dis, tu penses-tu qu'il y a un imbécile qui le sait pas? Puis le fait justement que c'est imprévisible, combien il est imprévisible. Quand même que tu me le dises, l'orignal lira pas à pancarte en disant il dit c'est imprévisible, regarde-moi le sortir d'en face. Ça marche pas de même. Alors, on a payé des gens
qui ont pensé à ça, qu'on a payé pour faire les dessins, qu'on a envoyé à des graphistes, qu'on a envoyé à un manufacturier ça a coûté cher, cette pancarte-là. qui a printé des pancartes avec des fonctionnaires, des gens qui sont allés les poser. Ouais. Ça a coûté des centaines de milliers de dollars pour me dire qu'un orignal, c'était imprévisible. La petite pancarte jaune, elle faisait un job avec 3 km. Moi, je vois ça, je sais, OK, pour 3 km, moi, moitié. J'ai pas besoin d'un gros panneau qui me le dit. C'est comme si on infantilisait le monde ou qu'on on les prend pour des imbéciles. Mettez l'argent ailleurs. Carl, Si vous avez trop d'argent, mettez-la ailleurs. la plus belle... moi, je t'aime d'amour. Carl, écoute, je pense exactement comme toi. Puis ça, c'est ça, on pense au-delà de la boîte. Hein. Oui. C'est ça, on est pareil. La meilleure pancarte, puis je la dis encore, bien souvent, puis je l'applique à plein de choses, nos impôts font du chemin. Oh, ça fait mal. Te souviens-tu de ça ces fait mal. pancartes-là? Oh, ça fait Mais mal, pourquoi? Puis, tu sais, dans le fond, écoute, le gouvernement, tu vis au Québec, c'est le gouvernement du Québec, puis la pancarte, elle vient dire, ils ont mis je sais pas combien de millions, puis tu as le chiffre, là, tu as le chiffre sur le kilomètre. Le chantier routier qui est là. Ouais. Mais oui, mais pourquoi tu nous mets ça? On le sait que nos impôts, c'est nos impôts qui payent ça. Pourquoi faut-tu nous... Exactement le même discours que toi, que je répéterai pas. Mais pourquoi ils ont mis cette pancarte-là? Mais il y a juste le slogan que des fois, je dis, nos impôts font du chemin. Puis la plupart du temps, je le dis avec ironie. Tu sais, mais à la limite, je suis avec toi. Puis dites-nous-le pas, parce que le kilomètre que vous avez payé pour faire la route en 4 mois, quand je vais aux États-Unis, puis c'est l'avantage de voyager, puis j'aimerais tellement ça que les Québécois puissent voyager puis sortir. Ouais. Quand tu arrives aux États-Unis, le même kilomètre, Oui. dans une zone où il y a de l'hiver, là, quand on Ouais, part, c'est on ça, traverse la j'allais dire, frontière, là, il coûte 10 fois moins cher. C'est incroyable. Pourquoi? On a un problème, là. Ben, il est là le problème, je pense. C'est que il y a un nettoyage à faire dans le système d'opération. Tu sais qu'on m'a déjà dit, Carl, puis de source sûre à 80 que les lignes sur la route, la peinture, là, ils mettent de l'eau dedans pour être sûr qu'elle s'efface assez pour avoir le contrat l'année suivante pour les refaire. Ouais. C'est incroyable, ça n'a pas de bon sens. J'ai des histoires comme ça de gens qui ont travaillé pour l'État qui sont complètement épouvantables. Et ça, c'est l'autre point. Dans un système où tu veux créer mieux, tu dois créer un système où les gens peuvent parler ouvertement d'un problème qui existe. Oui. Je vais prendre un cas qui est arrivé il y a quelques années. Celui qui avait dit au niveau des insecticides qu'il y avait un problème, puis il avait perdu sa job, un délateur, qu'on va appeler. Ce gars-là aurait dû être promu sous-ministre. Il vient identifier un problème dans le système qui est toxique. Tu envoies une équipe qui fait le ménage du système. Puis tu dis, toi, mon homme, là, right there, at the top. Puis assure-toi que les gens l'opèrent comme tu sais qu'il faut l'opérer. Et on ne le valorise pas, ça. C'est épouvantable. Alors, ça prendrait plus de gens comme ça qui parlent ouvertement du problème, qui le mettent à jour. On l'a vu avec Saclic, ce qui vient d'arriver. Je veux dire, 1 milliard pour un système d'informatique qui aurait dû coûter à peu près 400-500 000 $ au gros max dans le privé. C'est là qu'il faut que ça arrête. Mais c'est de savoir comment les décideurs qui sont en haut peuvent prendre le temps de s'arrêter et dire, écoute, on ne peut pas continuer de même. Mais là, tu parles des décideurs, mais il faut aussi parler de l'autre côté de la médaille des fournisseurs de services et de produits. Tu sais, on le sait tous, là, que quand les entreprises qui sont fournisseurs du gouvernement, ils gonflent les factures parce que c'est le gouvernement, ils vont payer, ils ont l'argent pour le payer. Mais ça, c'est de penser à soi. C'est pas de penser à la collectivité. Donc, il y a aussi les entrepreneurs qui doivent changer leur mindset pour dire, hey, on va contribuer à la société par ce qu'on est capable de faire, donc nos compétences, mais on va charger ce que ça vaut, puis pas plus, ce que ça vaut. Puis l'argent qu'on va avoir, on est payé à notre juste valeur. Le gouvernement va avoir encore d'autres argents pour faire d'autres services, puis peut-être qu'on va pouvoir soumissionner sur d'autres choses. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Mais ça, c'est de penser à l'intérêt commun au lieu d'intérêt privé, là. Alors, c'est le titre de notre émission, La Révolution bruyante. On est en train d'en parler. Tu as vu comment on est passionné? Bien, certain. Tous les Québécois ont cette passion-là, mais ce qu'on attend, c'est la direction. On attend des gens qui vont dire, je vais réduire la technocratie, la bureaucratie dans une simplicité, et je m'inspire de gens qui l'ont déjà fait ailleurs. Moi, je dis tout le temps, tu n'es pas obligé de réinventer. On ne réinventera pas le bouton enquête trop, ça se fait ailleurs. On va voir ce qui se fait en Finlande, qui est numéro 1 dans la santé, ou en Suède. Qu'est-ce qu'ils font de différent de nous? Prends une équipe, semi-privée, semi-publique, envoie-les là-bas, collaboration entre le privé et le public dans le dessin de l'opération.
Parce que la personne dans le privé va penser économie de coûts, économie de dépenses, alors que le fonctionnaire n'a pas cette expérience-là. Il n'a pas été nécessairement dans le privé. Pour lui, c'est, cette année, j'ai un budget de 10 millions. Je vais dépenser 10 millions. Oui. Puis là, je m'en prendrais plus. Je n'ai pas atteint mon objectif que je voulais. Tu sais, c'est tout ça qui est à changer. Oui. Et le jour où un gouvernement ou un groupe qui se présente pour le gouvernement va comprendre ça, il va prendre le pouvoir avec probablement 60% de la population majoritaire, et c'est ce que le Québec a besoin pour se transformer et devenir un leader, parce qu'on a cette racine-là. On a la racine de leader, on a la racine, la capacité de le faire, et ça prend la volonté maintenant et des dirigeants qui sont ensemble, unis dans cette même direction-là. Puis ça se travaille des syndicats. J'ai étudié en relations industrielles. J'imagine que oui. J'imagine que oui. Puis tu sais, une autre aberration, parce que ça m'a allumé. On a encore du temps? Oh oui, on prend une petite pause, on va revenir après, mais continue, vas-y tout de suite. Oui, je vois. Oui. Une autre aberration, c'est que chaque municipalité ou chaque ministère, chaque région ont des budgets, exemple pour l'asphaltage. Et là, s'ils ne dépensent pas tout leur budget, il faut qu'ils le renvoient. Donc, au lieu de la renvoyer, ils vont dire, on va aller asphalter des rangs qui a 2-3 maisons. Tu comprends-tu? Mais non, retourne là l'argent. Elle va servir à d'autres choses. Oui. Et elle va te revenir un jour. C'est encore l'intérêt personnel versus l'intérêt commun. Tout le temps. Dimanche prochain, tu vas être à l'extérieur. Raconte pourquoi. C'est pas drôle, hein? Je commence un mandat, puis déjà, je dis, je peux pas être là. Mais c'est ça, c'était déjà planifié, puis explique un peu, parce que ça fait partie des choses que tu fais. En fait, effectivement, j'ai parlé de Lucie Bouchard, Voyage déductible. Je suis guide organisateur pour son entreprise, ce qui fait que je pars en voyage, mais je m'en vais travailler comme guide organisateur parce que ça s'appelle Voyage déductible, parce que les gens ne savent pas ça. Quand on va suivre une formation à l'extérieur du Québec, fiscalement, il y a que la portion formation qui est déductible d'impôt. Donc, l'avion n'est pas déductible, l'hôtel n'est pas déductible. Alors qu'avec Voyage déductible, tout est déductible. Oh, wow. J'ai dit le mot déductible beaucoup trop de fois. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il y a des guides organisateurs qui s'occupent de la sécurité et du confort des participants. Et c'est une des conditions au niveau fiscal pour que l'ensemble du voyage soit déductible d'impôt. Et donc, je m'en vais dans les Bahamas pour m'occuper du confort, de la sécurité et faire en sorte que l'immersion soit totale. Chaque voyage, on va apprendre des choses parce qu'il y a une coach qui va venir nous parler de la communication intelligente, ma mémoire est bonne, mon Dieu, j'oublie. Et parallèlement à ça, il y a des activités et on veut que tout le monde se parle. Donc, tous les participants, moi, je dois m'organiser pour que tout le monde parle à tout le monde durant le voyage, pour qu'il se crée des connexions. Et écoute, pour l'avoir vécu, c'est magique. Tu ressors de là, écoute, tu flottes à plusieurs niveaux parce que tu as appris des choses, tu as fait des connexions avec plein de monde, des contacts aussi au niveau d'affaires. C'est extraordinaire. Donc, la semaine prochaine, je vais penser à vous à distance et je reviendrai le dimanche suivant pour toute la saison. Déductible d'impôt. Est-ce que cette personne-là, on va la recevoir à notre émission? J'aimerais beaucoup parce que c'est elle dont j'ai parlé. On a lancé son livre. Ouais. Donc, j'aimerais beaucoup la recevoir ici, effectivement. Je pense que ça serait intéressant parce que c'est des choses que les gens ne connaissent pas, ne savent pas. Puis si tu peux joindre loisirs et travail et déductible d'impôt, c'est toujours important. Absolument. Avec l'argent qui nous reste dans les poches de nos jours, tout ce qu'on peut sauver. Et pour les coachs aussi, parce qu'il y a beaucoup de coachs à Québec qui ne connaissent pas Voyage déductible, qui pourraient offrir 16 heures de formation exclusive. C'est dans n'importe quel domaine? En fait, tu as les affaires. Tu as le wellness, qui est yoga et compagnie, et tu as le développement personnel. Donc, moi, un jour, je vais être coach et non guide organisateur pour coacher le bonheur et le positif. Mais c'est ça. Donc, pour tous les coachs de Québec qui voudraient aller offrir 16 heures de formation dans le Sud ou ailleurs ou dans le monde, c'est possible avec Voyage déductible. Donc, voilà. Pas si j'aimerais ça un jour enseigner à une nouvelle génération comment produire un film à succès à travers mes expériences et donner cette formation-là, expliquer aux gens. Puis c'est beaucoup plus simple que les gens le pensent. Les gens pensent que c'est complexe. Après ça, c'est de bien t'entourer, les bons caméramans, les bonnes équipes. Puis ça, c'est toi qui le définis en les rencontrant. Mais c'est quelque chose que j'aimerais enseigner parce que je trouve que le documentaire ou même le film, les séries ou whatever, peuvent avoir un côté éducatif. Ben oui. Donc, surtout au niveau du documentaire, évidemment. Mais tantôt on parlait d'une série ensemble, puis j'ai quelqu'un qui m'a approché pour une série de fiction, mais inspirée de faits vécus. Au niveau de tout ce qui est
espionnage. Ah, moi, je suis tout une ça. maniaque de ça. Ah, là, moi, il me contait des affaires, j'étais comme, oh my God. Et en le faisant sous forme de fiction, tu racontes une histoire vraie, Oui. ça te donne une liberté Oui. d'amener Allez. le sujet sans nommer de nom. Puis moi, je capote, je tripe au bout. Ben, j'ai déjà une personne qui serait une de mes auteurs. OK. Tu m'entendras jamais dire le mot autrice. OK. Parce que pour moi, je trouve que ça ressemble au nom d'une maladie. Fait qu'on on va parler d'auteur ou auteure. J'ai une fille qui est une voyante, une médium, et elle aide les policiers tant au Canada qu'aux États-Unis à retrouver des gens. Ouais, ouais. Donc, et elle aimerait beaucoup éventuellement faire une série. Ça serait une de tes clientes, d'après moi. Ah, c'est cool, j'aime ça. Et je vais écrire son livre bientôt. Fait que voilà, c'est la fin de notre première émission. Je pense que C'est déjà fini, j'en reviens pas. Moi, tellement vite. Mais quand on est en bonne compagnie puis qu'on parle de choses qui nous animent, je pense que les gens ont compris qu'on est très animés. Ouais. On a bien des choses à dire nous-mêmes. Oui. Mais on va recevoir des gens qui ont des choses Ah, à ben dire. oui, on va ça leur va être poser des bonnes super. questions. On va avoir du plaisir à mieux comprendre. Puis on verra à partir de là qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Fait que je vais te souhaiter un bon dimanche. Je souhaite un Merci. bon dimanche à tout le monde. Oui, bon dimanche à tous.